Eh bien, bonjour à tous et merci à François aussi. Merci à mon tour pour le cadeau que tu m'as fait avec ce sujet très facile à traiter d'une vidéoconférence sur le tir en course, hein, avec des démonstrations que je vais être amené à faire par vidéo. Merci parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas travaillé si tard pour préparer un document, donc ça m'a rappelé un petit peu, ça m'a rappelé mes années d'étudiant, hein. Et comme toujours, pour préparer ce sujet-là, j'avais attaqué par un brainstorming un petit peu pour voir qu'est-ce qui pouvait être intéressant, les différentes idées et tout ça. Et puis, donc, je me suis rappelé de mon premier entraîneur, André Vaillant, du PL Sanquer de Brest, d'un certain petit Guillaume Ness, qui lui faisait la ligne médiane. Et vous croisez un de ses collègues, René Peucat, de temps en temps. Mes premières images de NBA avec Julius Erwin, Michael Jordan et tout ça, pour arriver aujourd'hui dans ce brainstorming-là avec, comme j'entraîne donc, comme l'a dit François, l'équipe de l'URB, mais j'entraîne aussi les U7 et les U9. Et donc, c'est un petit peu tout ça qui s'est entrechoqué dans ma tête. J'ai préparé mon plan. Et j'ai commencé à rédiger tout ça. Et puis, à un moment, et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai commencé à me redocumenter sur Internet et puis sur les différents ouvrages que j'avais. Et pour rien vous, et notamment ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Est-ce que tu peux le monter un petit peu? Je le monte un petit peu. Le voilà. Voilà. Là. Ça, ce document-là, qui sont les cahiers techniques de la fédération. Donc, il y en a 3 ou 4 comme ça, qui ont été faits par Tanakar, que j'ai eu hier soir d'ailleurs, et qui nous souhaite une bonne conférence. Et je me suis dit, attends, va pas t'embêter parce que dans ce document-là, il y a vraiment l'essentiel de tout ce qu'on doit travailler par rapport au tir en course et dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est vraiment un document, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va utiliser ça comme support, d'une part, et puis ensuite, ça permettra pour les entraîneurs qui n'ont pas eu l'habitude et qui connaissent pas encore ce document-là, de le découvrir, de s'y familiariser, voire de s'y replonger. Donc, c'est pas par fainéantise que le support utilisé sera donc ces cahiers techniques-là, mais c'est vraiment parce que je trouve qu'ils sont formidablement bien réalisés et on va les utiliser un petit peu comme commentaires de texte là. Donc, ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est après une brève définition et puis les quelques enjeux autour et des principes mis en œuvre dans le tir en course, c'est donc d'utiliser ce document-là et l'intervention va être ciblée sur l'apprentissage du tir en course. En gros, vraiment du débutant jusqu'à peut-être l'apparition du lay-up et tout ça, mais on n'ira pas au-delà, sauf si vous souhaitez poser quelques questions en deuxième partie. Autre point avant d'aborder, c'est que tous les commentaires que je vais faire, bien évidemment, n'engagent que moi. Et avec une expérience qui commence à avoir quelques années, mais qui n'est peut-être pas plus forte dans ce domaine-là que certains d'entre vous, voire moindres. Et donc, ne prenez pas tout ce que je vous dis comme argent comptant, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Donc, ça. Et puis, le dernier point, c'est aussi de voir sur l'organisation de ce tir en course-là. Hop, voilà, donc sur le plan que Alors, pour l'on l'instant, va... on ne voit pas ton écran, Pascal. Il faut que tu me le partages. Ah, pardon, mince. Hop, 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 hop. Alors, attends, je reviens. Tac, tac, tac. Le voilà. Très bien. Ah, ok, bon, je croyais que vous étiez sur la page de garde. Alors, attends, je vais vous y remettre. Hop. Donc, voilà la page de garde de départ. C'est bien ça, c'est bien une vidéo. Je vais enlever ça. Par contre, il faudrait que j'enlève ça. Quelques petits problèmes techniques. Voilà, c'est parti. Là, ça doit aller? Parfait. Voilà. Tout le monde est bien chez soi, bien installé, tranquillement. Et donc, le plan que l'on va utiliser, là, le voici sous les yeux avec, vous voyez, donc définition et enjeu. On va ensuite voir un petit peu les consignes générales dans ce cahier technique-là, pédagogie du recul,
une première vague de questions, là, sur 4-5 minutes. Et ensuite, on reprendra les cahiers techniques pour une deuxième vague de questions. Et on terminera sur un passage, même si on l'abordera durant tous les aspects d'intervention technique, on terminera sur une dimension de pédagogie didactique. Et puis, pour terminer encore, sur quelques questions. Donc, définition et enjeu. Qu'est-ce que c'est que le tir en course? Alors, le tir en course, c'est un tir en course. Oh là là, attention, parce que là, il y en a pour une demi-heure. S'il déblatère que des bêtises comme ça pendant une demi-heure, ça va pas le faire. Si je dis ça, c'est en fait pour bien remettre à plat et bien réfléchir à cette terminologie-là. C'est-à-dire, en gros, ça va être de transférer une course horizontale, un déplacement horizontal, pour enchaîner vers un lancer vertical. Et donc, par rapport à cette définition, là ici, du tir en course, ça va activer différents enjeux. Alors, des enjeux musculaires, bien évidemment, qui peuvent se rapprocher un petit peu du saut en hauteur, et avec l'allongement de l'avant-dernier pas notamment. Là ici, la mise sous tension. Donc, il y a des enjeux d'ordre musculaire dont on parlait, et qui sont surtout importants. Alors, au niveau du train inférieur, mais aussi au niveau du train supérieur. Il y a des forts enjeux aussi au niveau balistique, et qui sont d'autant plus importants que on s'adresse à des jeunes, puisque bon, la cible est nettement plus haute pour eux que pour Saïd Bendris, par exemple. Ici. Il y a des enjeux informationnels, se situer par rapport au panier, se situer par rapport aux défenseurs, etc., par rapport à la vitesse aussi et la cinétique. Il y a de très gros enjeux en termes de coordination, hein, que ce soit les coordinations, bien sûr, train inférieur, train supérieur, la coordination avec le ballon jusqu'au lâcher de balle, la coordination entre l'action préparatoire et l'action finale que l'on va avoir. Et puis, il y a aussi, comme toujours, quand la nature humaine est engagée dans quelque chose, des enjeux affectifs, de voir la pression que l'on va avoir à marquer tel ou tel panier. Est-ce que je vais shooter ou est-ce que je vais faire une passe? Est-ce que mon entraîneur, il va me râler dessus si jamais je rate? Voilà un petit peu tous les enjeux auxquels un jeune joueur est confronté lorsqu'il arrive sur une fin de contre-attaque pour marquer son tir en course. Donc voilà un petit peu le premier point là ici. On va passer donc de suite sur, si vous le voulez bien, le deuxième document, là ici. Hop, hop. Le tir en course, qui est donc en fait un extrait de ce travail là ici, hein, et que j'ai surligné par certains endroits et sur lequel on va s'appuyer puis reprendre quelques aspects. La première chose, c'est que dans l'apprentissage du tir en course, le plus simple et le plus efficace, comme ils le disent là, donc j'ai souligné en vert là les choses sur lesquelles on va rebondir et les bleus ceux qui peuvent interpeller un petit peu plus. La première chose, c'est que l'apprentissage du tir en course va d'abord démarrer par celui du push-up. Par celui du push-up, c'est-à-dire la main en pronation, la main dessous. Et comme le disent les auteurs là ici, c'est en concordance avec les premiers apprentissages des débutants au niveau de la gestuelle du shoot. Et donc, on va avoir des liens beaucoup plus faciles d'une part. Et la deuxième raison aussi, c'est la vitesse. C'est-à-dire que, vous le savez, pour le lay-up, il est induit par rapport à une vitesse importante notamment. Et or, les débutants, lorsqu'ils commencent le basket, là on parle des U7, des U, voilà, jusqu'au U9 environ, les débutants n'ont pas une très très grande vitesse et qui ne justifie que rarement l'utilisation du lay-up. Donc voilà la première raison par rapport à ces deux aspects-là. Alors ils ont mentionné en bleu là ici Benjamin. On peut, bon ça c'est une fourchette, hein, et toutes les catégories qui vont être ciblées correspondront des fois là ici tout à l'heure on verra des enfants plus jeunes, mais ça peut aussi être des fois des débutants qui vont passer par ce stade-là, hein. Ce ne sont que des repères bien évidemment. La dimension ensuite, l'une des choses importantes des questionnements que l'on a, c'est côté droit, côté gauche. Alors, bien évidemment, il faut rapidement aborder les deux côtés, côté droit, côté gauche, et notamment
pour moi en ce qui concerne les appuis. Les appuis droite-gauche ou les appuis gauche-droite sur des priorités côté gauche, mais c'est d'automatiser ces aspects-là. J'ai marqué en bleu dès le début de l'apprentissage parce que les auteurs là ici précisent qu'il faut le faire dès le début de travailler les deux. C'est exact, c'est exact. Maintenant, l'expérience que j'ai eue cette année avec CU7 et CU9 me dit qu'il vaut mieux, par contre, au tout début, ne pas mélanger sur la même séance, dans le tout début de l'apprentissage, les deux motricités droite-gauche et gauche-droite. Et qu'il est préférable, moi c'est ce que j'avais fait, à chaque séance d'alterner. Une séance, on va travailler sur le double pas côté droit et l'autre séance, le double pas côté gauche. On va voir assez vite, je parle au bout de 3-4 mois, que l'on va pouvoir ensuite mixer les deux sur la même séance. Mais dans un premier temps, je pense que c'est préférable sur une séance, au tout début de l'apprentissage, de bien spécifier ça. L'autre point qui arrive derrière, c'est un point très très important pour moi et qui n'est pas spécifique à celui du double pas, mais qui est transversal sur l'ensemble des données du basket, c'est d'adapter les contraintes, la taille du ballon, la hauteur du panier, la force des enfants aux joueurs débutants. C'est-à-dire que bien souvent, alors même si il y a des ballons qui sont un petit peu plus petits pour certains, on est quand même sur des différentiels qui sont très importants, que ce soit, on parle de la ligne à 3 points par exemple, là ici elle est la même aujourd'hui pour un joueur, pour Lucas Fontaine de chez nous, qu'elle n'est pour Émilie, DU7, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, la taille du ballon, la hauteur du panier, et donc il faut pas hésiter pour moi à adapter tout ça pour que les enfants soient en réussite. Je vais vous montrer, voir si ça passe, une première petite vidéo là ici, là, où on voit parce que c'est court quoi, c'est court. Et le ballon, même si c'est un ballon taille 5, hein, pour ces débutants, eh ben, il faut quand même le pousser là-haut. Et donc, il faut pas hésiter lorsque, avec ces jeunes joueurs-là, à adapter, que ce soit en descendant les paniers, en utilisant des paniers plus bas ou avec même des ballons des ballons plus légers. On en verra d'autres tout à l'heure dans le fil de l'intervention. Donc voilà par rapport à ça. Le travail sous forme de compétition, dont il parle ensuite dans les apprentissages, l'entraîneur pensera travailler sous forme de compétition de concours afin de valoriser la réussite en bleu. Je l'ai mis en bleu parce que il faut y être vigilant. Il faut y être vigilant à ne pas avoir cette démarche de tir, compétition, valorisation de la réussite sous forme exclusive. Sous forme exclusive parce que à être focalisé essentiellement sur l'efficacité de son action, c'est très difficile, et notamment pour un débutant, de prêter attention aux dimensions de gestuelle. Et donc, l'utilisation des compétitions doit toujours être consécutive, ou en tous les cas sur des va-et-vient entre du travail de gestuelle, voire à vide, des fois on en verra tout à l'heure sur des vidéos sans panier, soit du travail sur les paniers, mais sans mettre de trop cette dimension de compétition, d'efficacité, de valorisation de la réussite. La valorisation de la réussite, elle doit aussi être sur la qualité technique, sur la gestuelle du shoot que l'on apporte. Donc ça, c'est une chose importante. Le dernier point, c'est en termes de corriger, comme il le dit, bien évidemment, corriger. Bien évidemment, le coach, c'est l'une de ces missions-là. On a des outils aujourd'hui qui sont intéressants. On a eu des interventions là-dessus, et notamment en termes de la vidéo, par exemple. Alors plutôt avec un iPad, là ici, plutôt en utilisant un iPad, avec l'idée, et on l'a fait nous par exemple avec les plus jeunes au travers d'un atelier, que le jeune, dès la finition de son tir en course, on sait qu'on travaille sur les mémoires courtes, immédiatement on va revisionner avec lui
la gestuelle de son tir en course pour y pointer ou que lui s'aperçoive de manière plus directe de ce qu'il a produit. Et donc ça peut être aussi un moyen de correction. Un autre moyen d'un point de vue didactique que je commence à utiliser actuellement, et ça c'est aussi lors d'une des brillantes interventions de François Brisson que l'on avait eu, qui m'y avait incité, c'est d'avoir des joueurs coachs. C'est-à-dire, pour résumer, l'une des meilleures rétentions pour apprendre quelque chose, c'est lorsqu'on l'enseigne soi-même à quelqu'un d'autre. Et donc, comment j'ai utilisé ça? Lorsqu'on fait du travail technique, et notamment du travail de tir en course, et qu'ils sont à 2 ou 3, il y a l'un des jeunes joueurs qui a vraiment pour mission d'observer, de critiquer dans un sens positif ou négatif, de critiquer sur la gestuelle. Alors, il faut leur cibler sur des choses bien précises. Est-ce que les appuis droite-gauche sont bons? Est-ce que le premier pas est suffisamment large? Est-ce qu'il a bien terminé son fouetté? Mais ça, c'est aussi une dimension didactique qui est très intéressante aujourd'hui à utiliser dans l'apprentissage. La dimension, ensuite, on va enchaîner là sur la pédagogie du recul. On va voir là maintenant de manière un petit peu plus précise comment est-ce que ça se passe, et notamment pour les débutants, donc en démarrant de la finition, avec une dimension forte en termes de coordination, l'importance aussi donc du fouetté et du lancer, et on peut l'envisager, je vous en parlais tout à l'heure, là ici, moi je ne me refuse pas à faire du travail en sortant ponctuellement le panier qui peut aussi mettre une pression excessive en termes de verticalité, voire en termes affectifs, et donc de faire aussi des fois du travail sur des ateliers juste de lancer de balle vers le haut. On va en voir tout à l'heure. Bon, là, on peut constater quand même que sur la photo, le jeune garçon, à mon avis, on n'est pas dans la catégorie débutant parce qu'il a déjà une belle dissociation avec sa main droite et une décentration au niveau de sa main gauche. Je vais vous montrer, ici, on va voir une deuxième vidéo, là. Voilà, sur la pédagogie du recul avec une première situation. Alors là, elle est sans panier, mais on peut l'avoir avec, où on s'intéresse essentiellement au lâcher de balle, là, ici, sous forme de répétition, là, sur un appui ou deux, avec le travail de montée du genou. Le travail, une chose qui est facile à se cibler, c'est ce que fait la jeune fille ici, c'est la dimension du fouetté final, c'est-à-dire comment tu dois terminer ton action. C'est souvent difficile d'avoir des évolutions sur les actions dynamiques, c'est-à-dire la montée du genou. Par contre, c'est plus facile aux enfants pour se concentrer sur comment je dois finir mon action. Et cette action-là, de ce qu'on appelle le bec de canard, de ce qu'il va rater, appeler tremper le pinceau dans l'encrier, ce sont des actions très faciles à mémoriser. On continue sur l'ouvrage là ici. On va voir une deuxième situation où il parle ici de reculer la pastille. Et ça, c'est une dimension qui est très intéressante aussi lorsqu'on fait l'apprentissage, les apprentissages en général, mais notamment celui du tir en course, c'est de faire varier aussi les distances, les angles. Alors, même si on va commencer prioritairement sur les angles de 45 degrés avec la planche, c'est d'utiliser, pardon, excusez-moi, hop, on a perdu le truc. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Voilà. Touche à rien, imbécile. D'utiliser là ici la variabilité au niveau de la distance. Là, on va enchaîner sur une seconde vidéo que l'on va voir par rapport à ce travail là ici, où on retrouve, voilà, où là on voit, on avait tout à l'heure juste la phase terminale, là ici on va voir le travail du dernier appui, puis du lâcher ensuite. Observez bien là ici, parce que là on retrouve des défauts, enfin des défauts, des manques caractéristiques au niveau de l'apprentissage des jeunes joueurs. Hop, là ici, on le voit déjà, vous voyez, sur la jambe arrière, là ici, qui reste… Est-ce que vous voyez mon pointeur quand je le mets? Très bien Pascal. Il y a d'ailleurs une première question sur le chat que je vais poser là.
il est demandé de savoir si le travail technique était une priorité en U7 et combien tu pouvais avoir de séances en U7. Alors, est-ce que c'est alors d'une manière générale, est-ce que c'est une priorité? Oui, ça en est une. Oui, ça en est une. Au même titre que le jeu, ça en est une. Maintenant, Quand tu entends jeu, est-ce que tu peux expliquer en même temps? oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que deux choses. Un, le travail technique, c'en est une. Maintenant, il est bien évident que on n'y passe pas toute la séance. On le fait par petits blocs. De ça, par exemple, la situation que l'on voit là, on en fait pardon, excusez-moi, une ou deux sur la séance. On en a une, par exemple, quand on est sur une séance d'une heure, ça va durer 5 minutes à peu près sur des petites situations de ce type-là. Et on aura une autre séquence de travail technique spécifique, par exemple, par rapport à la passe. Voilà les deux aspects qui sont vraiment spécifiques si on entend par le travail de technique. Maintenant, comment dire, j'essaie toujours aussi de faire en sorte que ce travail technique, on y mette aussi de l'enthousiasme, on y mette du ludique, on y mette du jeu. Et ce qui fait que moi, quand je présente ça, quand je présente cette situation-là, par exemple, ça commence par tiens, on va faire un jeu. On va faire un jeu, celui qui est capable d'envoyer son ballon là vers le haut et ensuite de l'attraper en l'air, de sauter pour l'attraper, etc. Donc c'est vraiment une dimension, la dimension du jeu est aussi prioritaire là, ici, mais celle de la technique, elle l'est aussi, au même titre que quand on va apprendre du piano, par exemple, eh ben, on commence aussi par apprendre quelques bases, le passage du pouce, inclus dans tous les ateliers ludiques qui peuvent y avoir. Je reprends le travail sur, par rapport à ça. On voyait sur les défauts là ici, top. Déjà ici, vous voyez, il n'y a pas de lancement du genou et de dynamique qui peuvent être créées ici. Le deuxième point, qu'est-ce que vous voyez là aussi? C'est que, en fait, même si elle a figé très bien la finition, son lâcher de balle se fait trop tôt. Son lâcher de balle se fait alors que le ballon se situe dans cette zone-là. Donc là, ce sont des situations que l'on peut, sur lesquelles on peut intervenir, mais qui correspondent aux caractéristiques du débutant. On va enchaîner derrière sur ici un autre aspect, le travail du premier appui. Ici où on recule un peu plus la pastille encore, avec là on retrouve beaucoup là ici, je ne sais pas s'il y a des spécialistes d'athlètes, mais la démarche du saut en hauteur, c'est-à-dire avec allonger l'avant-dernier appui de manière aussi à quoi ça va correspondre ça, à descendre le centre de gravité de manière et à mise sous tension de la jambe d'impulsion de manière à pouvoir ensuite transférer ça vers une impulsion verticale là ici et la montée et la finition donc avec un deuxième appui plus court. On revoit une dernière vidéo là ici qui correspond à ça qu'on retrouve sur ce travail où là on a premier appui de 1, 2, double pas droite-gauche et lancé. Notez au passage, c'est pas le thème là ici, mais l'un des aspects très importants chez ces catégories-là de débutants et sur lequel on n'y met pas assez l'accent, qu'est-ce que c'est? C'est l'attrapé de balle. C'est l'attrapé de balle. Et c'est quelque chose, bon, là je sors un petit peu du sujet, mais c'est quelque chose sur lequel il faut mettre un fort accent parce que on peut pas faire de sport collectif si on peut pas attraper les ballons. Et cette dimension-là n'est pas toujours appréhendée à la hauteur où il faut l'appréhender. Hop, je sors un peu, j'y reviens, là ici, et on enchaîne sur la dimension d'un dernier dribble plus puissant, bien évidemment. La dimension de protection du ballon, coup de sortie. Ils ont notifié ballon collé aux côtes, là ici. J'en suis pas certain. Alors j'espère que Stanakar m'en voudra pas, mais moi je privilégierais un petit peu. Ce qui est clair, c'est qu'il faut pas que les enfants stéréotypent ce passage du ballon souvent du côté du défenseur, là ici, au moment du double pas. Ça, il faut y être vigilant
et c'est l'un des premiers enjeux de l'apprentissage du tir en course, c'est-à-dire de fixer la bonne gestuelle. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur l'apprentissage technique. Je pense que c'est une priorité à y rentrer. Alors, je complète ma réponse de tout à l'heure en ce qui concerne les U7. Là, ici, est-ce que ça doit être une priorité? Ça va aussi dépendre aussi du public que vous avez. Je parle de son expérience. Il y en a qui déjà en U7 ont déjà 2 années de basket. Là, c'est le cas de certaines que l'on a. Il y en a d'autres qui y arrivent vraiment. Et puis, c'est aussi certains selon leur affect. Donc ici, là, pour le positionnement du ballon, là, attention à pas trop le figer non plus, même si ça peut quand même donner un repère très certainement et ça correspond à ce qu'il dit. Dernier point ici au niveau des trajectoires et des dimensions, ça va être la visée. Trajectoire et visée avec ce qu'on connaît tous, hein, et ça m'a permis de le vérifier cette intervention-là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors ça, c'est quand je revenais au matériel. Là, tac, ça rentre, ça marche. C'est l'importance pour mettre, n'hésitez pas à utiliser des ballons plus légers. Ça, là, c'est des petits ballons Kipsta de volley, là, ici. Enfin, je sais pas si c'est volley ou de, mais ils sont très, très intéressants. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont un peu plus légers. Et puis surtout, pour revenir tout à l'heure, là, ici, ça permet aux enfants d'être en réussite. Et vous voyez le petit geste de la victoire, là, ici. Et puis surtout, pour les tout débutants, c'est pas des ballons qui font mal quand on les prend dans le nez. Et ça, c'est aussi très très intéressant. Surtout que ça nous fait gagner du temps parce que quand il faut après aller les consoler et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes et on le retrouve donc par rapport à l'adaptation du matériel dont on parlait tout à l'heure. Sur l'idée du tir en course, là toujours. Voilà. Vous avez la démonstration in situ là que en effet, c'est bien dans le haut supérieur du rectangle là que le ballon doit taper pour rentrer dans le cercle. J'avais quelques doutes, mais voilà, ça m'a permis de le revérifier là ici. Donc ça, c'est des repères et on peut, ceux qui le souhaitent aussi, je pense que ce repère est suffisant, mais on peut aussi des fois y mettre des pastilles là si vous le désirez pour avoir un repère plus fort. Et enfin, pour terminer sur cette partie-là, c'est vous ciblez aussi l'un des enjeux forts. On parlait tout à l'heure des problématiques de balistique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose auquel les jeunes enfants sont beaucoup plus confrontés, là ici, et qui doivent maîtriser. C'est-à-dire la vitesse de course, là ici, et en même temps, la capacité à lancer et à viser à un endroit précis. Et dans la grande majorité des cas, en effet, on retrouve des shoots qui vont plutôt de l'autre côté, là ici, parce que la course se fait. On voit que, et on va en reparler tout à l'heure, l'un des aspects importants aussi dans l'apprentissage, c'est de simplifier la situation du tir en course. Et l'une des premières simplifications, c'est bien évidemment d'être sur ce travail de ballon tenu que l'on voit ici. Là, alors, on contourne un petit peu la règle, mais il ne faut pas hésiter aussi à contourner les règles dans le travail de l'apprentissage. Bien sûr que après, ce ne sera pas autorisé. Au même titre que la reprise, par exemple, ça peut être une action intéressante pour le travail des départs dans les situations de jeu, de ne pas être trop strict par rapport à toutes ces dimensions-là. Et là, on voit que ça permet d'avoir véritablement, ça facilite grandement, l'enfant n'est plus préoccupé par la maîtrise de son ballon sur le dribble et il peut notamment avoir son regard directement sur la cible de manière beaucoup plus facile. Donc ça, c'est une chose intéressante à utiliser. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à cette première partie là ici que j'ai un peu débordé d'ailleurs. Pour ceux qui veulent poser des questions, à brancher le micro le temps de la question, de le couper une fois que la réponse est proposée par Pascal.
Moi j'en ai une éventuellement. Julien, du coup, tu parles d'apprentissage. Est-ce que pour toi, c'est important de commencer à tirer main gauche, à gauche par exemple pour les droitiers, ou est-ce que ça vient dans un second temps? Tu as parlé des appuis, mais tu n'as pas parlé de la main tireuse. Donc voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est très important de rentrer très vite au niveau des appuis sur l'apprentissage des deux côtés, côté droit, côté gauche, pour ne pas, comme dans toutes les dimensions d'apprentissage au départ, c'est l'apprentissage du geste juste dans un premier temps et ce sera notamment le thème, vous voyez juste dessous, d'éviter les erreurs. D'éviter les erreurs, de ne pas laisser des stéréotypes s'installer. Par exemple, moi, je vous avoue qu'en dépit des efforts d'Aidé Vaillant dont je parlais, je suis arrivé au COP de Saint-Brieuc, j'avais 18 ans, j'étais incapable de faire un tir en course main gauche parce que j'avais stéréotypé toujours mon appui droite, etc. Donc ça, c'est le premier point. Pour les tout débutants, j'aurais tendance à trop insister sur, j'insisterai moins sur la dimension main droite, main gauche, parce qu'on retrouve beaucoup de lancers à deux mains. Et alors, même si on va y avancer petit à petit, et on va y revenir sur quelques actions là ici, le fait de ne serait-ce que garder l'équilibre de son ballon pour un jeune enfant, c'est pas du tout la même chose. J'y réfléchis. Essayez-vous, par exemple, nous, si on se promène comme ça avec un ballon de basket, c'est facile. Essayez de vous promener avec un Swiss ball, si on met un petit peu les rapports de taille et de force sur une main comme ça, c'est très très difficile. Et on a fait cet exercice-là avec les enfants, donc il y a tout un travail aussi d'équilibre du ballon et de sensation à acquérir à une main, main droite et main gauche. Mais c'est moins prioritaire pour moi, cette dimension-là de main droite, main gauche, que n'est celle des appuis. Est-ce que j'ai répondu à ton questionnement? Oui, tout à fait. C'est un peu aussi comme ça que je vois les choses. On va le revoir tout à l'heure dans quelques vidéos. Hein. Tu m'entends pas, non? Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on enchaîne? Non. Oui, il y a une autre question là de Ben Cocola. Ouais, tu m'entends ou pas? Ah, salut Ben. Salut, vous m'entendez ou pas? On t'entend. Oui, très très bien. Alors ma question, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur, salut Pascal, sur l'attraper, et tu disais que c'était pas forcément important. Est-ce que tu penses pas que la façon dont on attrape le ballon et d'insister là-dessus avant de protéger sa balle, ça peut avoir aussi son importance et empêcher notamment le balancier du ballon souvent chez les jeunes enfants? Tu parles de l'attraper sur la passe ou Non, sur le dernier dribble. Sur le dernier dribble. Si. Tu as tout à fait raison. On va le voir un petit peu plus loin, mais cette dimension d'attraper son ballon et de l'attraper, et bon, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, c'est pour ça, mais juste de l'attraper de façon dynamique pour de suite l'écarter du côté du défenseur et le mobiliser en hauteur, c'est quelque chose qui me semble très important. Et maintenant, dans les tout premiers dans les toutes premières phases de l'apprentissage, c'est pas une priorité que je vais y mettre. Mais on va rapidement y arriver, notamment pour pas qu'il y ait, je pense que c'est ce à quoi tu fais référence, ces défauts, ces stéréotypes de dribble, balancer à droite, shooter à gauche et le ballon qui se fait prendre par le défenseur. Exactement. Ouais, c'était par rapport à ça, ouais, parce que quand tu montrais la vidéo tout à l'heure de la petite fille, bah souvent, et en plus t'en as parlé, si tu arrives à bien attraper ta balle, tu mettras pas le ballon du côté du défenseur. Oui, tout à fait, tout à fait. Cet accent là sur l'attraper et sur le positionnement, on va le voir un petit peu plus loin. C'est pour ça. On va enchaîner là peut-être, et puis il y aura une deuxième phase de questions, hein, donc n'hésitez pas. Ok. Donc la bonne
Est-ce que on est bien passé là? Trajectoire et visée, ok, ça c'est vu. Les erreurs à éviter, la protection du ballon, vous voyez, on en parle là ici. Et cette action-là, le ballon, dernier pas pas trop long, monter sur le genou et le ballon lâché à deux mains. On a vu ces vidéos-là, hein, je m'y perds un petit peu, je pense ou pas? Oui, ok. Là, on va être sur une recherche par rapport à une problématique de lâcher du ballon à une main. Voilà, très bien. Souvent, très souvent, les débutants restent avec leurs deux mains dans leur lâcher de balle là ici. Et donc, il faut trouver. Bon, là, on était parti faire une activité l'après-midi basket frisbee. Il n'était pas forcément pour ça. Et par exemple, j'ai donné cette idée-là d'utiliser la tenue d'un frisbee là ici en façon latérale, ce qui empêche véritablement que cette deuxième main gauche soit dessous le ballon pour avoir une véritable poussée main droite qui est difficile à obtenir pour les plus jeunes. Donc ça, c'est des idées. Hein. N'hésitez pas à être créatif par rapport à tout ça. Et puis l'importance aussi du travail, ce dont je parlais tout à l'heure, de manipulation à une main du ballon, parce que l'une des problématiques, pourquoi est-ce que les jeunes, ils ont du mal à enchaîner avec une seule main la main gauche ou avec une seule main la main droite? Ben, ce que je constate souvent, c'est parce que tout simplement, l'équilibre et la tenue du ballon avec une main est très difficile pour eux. Donc, c'est aussi tout un travail avec des petits jeux que l'on peut faire autour de ça qui peuvent être intéressants. Là, on retrouve encore le ballon. Ben, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec Ben là-dessus. Hop, attendez, je vais vous enlever ça là. La bonne technique avec opposition. Là, ici, là, on le voit, en effet, le ballon est... Et là, je le trouve à une hauteur intéressante. Sur quelques images, ils l'ont figé un petit peu plus bas tout à l'heure, ce qu'on voyait. Moi, je serais plus partisan de le figer à cette hauteur un petit peu plus importante, là, ici, pour reprendre le travail. Et d'enchaîner, là, c'est sur... on sera plus sur du perfectionnement, mais je voulais spécifier une dimension de mobilisation qui peut aller soit vers des feintes de passe, la feinte du balayeur. Calates, on a fait une superbe il y a quelques semaines contre l'Olympiakos, là ici, ou une dimension d'impact coude pendant le double pas. Je ne sais pas s'il y a quelques arbitres, si j'ai vu Jonathan tout à l'heure, mais on voit, et notamment les Yougoslaves qui sont très experts là-dedans, pour coordonner le dribble là, l'attraper, et dans l'attraper, l'impact du coude pour écarter son défenseur, pour dissuader son défenseur, pour se créer un espace. Et ce que je dis, bon là, c'est pour des catégories supérieures. Là, on s'adresse davantage au U15 du Pôle Espoir ou au U18. Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui va à l'impact de ton attaquant et qui va le faire reculer, c'est lui qui va se rapprocher de toi et qui va te gêner, voire te contrer. Donc bon, là on a débordé un petit peu sur cette dimension-là, mais ça peut être aussi une évolution. Dans la suite de la progression, là maintenant, la suite de la progression, je suis en train de déborder pas mal. Bon, tu me dis François, hein, après course avec la balle tenue. Donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Le fait de ne pas hésiter à faire ce travail-là, il est très intéressant. De courir avec son ballon pour enchaîner, c'est-à-dire qu'on simplifie pour se focaliser sur des aspects, pour ensuite reglobaliser la situation. Ce qui supprime la difficulté de l'attraper. Là, ici. Ensuite, là, il nous propose des séquences d'exercices avec des plots et des lattes. Alors, il y a un vrai intérêt, là, ici, par rapport au train inférieur, l'allongement du premier appui, là, ici, avant le deuxième. Ça, c'est un vrai intérêt. Après, moi, je suis moyennement chaud pour ces utilisations-là. Au niveau des débutants, bon, il y a une petite dimension de danger, mais c'est pas tellement ça qui m'effraie. C'est plus la problématique de la difficulté de se centrer, le regard vers le sol par rapport à, pour pouvoir franchir cette cible-là ou respecter des lattes, avec la problématique qu'on leur demande d'avoir une visée vers le haut ou de dribbler en regardant vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui peut se discuter, hein, mais qui a quand même un vrai intérêt,
sur le travail de cette coordination là ici. Après dribble, donc là dans un deuxième temps c'est après dribble et avec notamment une forte dimension, là on va retrouver tout le travail de décentration. Vous voyez, dernier dribble fort, les yeux sur la cible. On reverra quelques images de la jeune fille tout à l'heure. Vous verrez quand elle dribble qu'elle n'a pas passé ce cap-là, ce qui fait qu'elle fait partie de ces jeunes qui souvent arrivent dans le fond de la salle pour tenter leur double pas alors qu'ils sont sortis du terrain depuis 3-4 dribbles. Hein. Et le dernier point, c'est après main à main. Alors, ils ont ici mis le 3 avant le 2. À mon avis, cette dimension-là du travail du main à main, vous voyez, avec un jeune joueur qui vient attraper un ballon tenu, me semble plus facile que celle du dribble, puisque justement, il n'y a pas cette problématique-là de maîtrise du dribble. Là, on a juste à attraper le ballon et à enchaîner la tenue de balle. Pour revenir à un petit peu la question de Ben tout à l'heure, là ici, on voit l'action où le joueur il reçoit le ballon pratiquement hauteur-épaule et il se trouve que sur son dernier appui, le ballon est redescendu là ici. Bon, pour moi, ça, c'est pas une bonne chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger. Alors, on n'est plus là pour moi, vous voyez, c'est pour ça qu'on disait de la suite de la progression, on n'est plus dans l'apprentissage brut là. On a déjà passé un premier cap là ici, mais c'est une dimension qu'il faudra rapidement corriger, cette dimension-là, de redescendre le ballon pour le remonter, pour avoir vraiment une action attrapée et le monter de suite ici en haut, y compris par rapport au dribble, ce dont on parlait avec Ben tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que je vous mets là en dessous, la montée de balle n'est pas un mouvement continu et régulier entre l'attraper en bas et la montée. C'est un mouvement qui doit être tonique et dynamique dès le dernier dribble, montée du ballon là ici, un dribble fort qui fait que le ballon il est dans un premier temps figé en phase haute et non pas là ici redescendu pour un mouvement continu. On enchaîne là ici pour terminer sur des dimensions de perfectionnement, donc après passe, à droite ou à gauche. Là, on va y passer assez vite, mais ce sera l'occasion pour vous d'y revenir. Là, on est sur une catégorie. Il y a un très bon document qu'a fait Julien Demeuré aussi au niveau de l'Ille-et-Vilaine, là, sur le double pas, et où, à juste titre, il dit que là, on est quand même sur des phases un peu au-delà. C'est-à-dire que le fait d'enchaîner, attraper de balle, double pas là ici, on passe encore à une phase supérieure. Il y a tous des phénomènes de coordination et de repérage de trajectoire qui sont encore plus importants. Mais ça, c'est bien sûr, on retrouve tous les fondamentaux que l'on avait tout à l'heure, avec un défenseur retardé pour imposer de la vitesse et où on va mettre assez rapidement des défenseurs, là bien évidemment, pour jouer cette dimension-là de vitesse, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le tir en course, c'est un shoot qui doit être pris à grande vitesse. Alors, même si à la fin, je vous parlais tout à l'heure de Louis Bernard, ou d'autres qui le font, on parlait de Spanoulis, justement, là, ici, qui eux jouent aussi sur des vitesses à contrario. C'est-à-dire qu'on les voit prendre de la vitesse, leurs défenseurs qui courent à côté d'eux là ici, et eux, au contraire, ils ont cette capacité à ralentir leur dernier double pas pour enchaîner le tir. Une remarque importante là ici, la latéralité par rapport aux enfants. Pas perdre de vue qu'avec les U7, voire les U9, la main droite, la main gauche, c'est pas forcément toujours acquis. Et donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant, alors qui nécessite de bien prendre son temps au départ, de leur donner des repères, en effet, pourquoi pas ce dont il parle là, cerceau rouge, cerceau bleu, mais il faut y passer du temps aussi, et les parents vont être très contents qu'on participe à ça. On termine, je pense, avant d'aborder là ici, finition main droite, côté gauche. Alors on voit ici, là, vous voyez sur cette jeune fille, et la petite aussi sur les vidéos, c'est la même chose. Côté gauche, là ici, mais pour autant, elle est sur la photo sur une finition à deux mains, voire même finition main droite. C'est pas pour moi la grosse priorité du moment. Hein. Ça le sera d'ici quelques mois, très certainement. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt d'acquérir. Ça, c'est des choses importantes. Vous voyez, la dynamique de la montée du genou, là ici, le rythme de course, ça me semble essentiel dans les premières phases de l'apprentissage.
On revient là ici, ce dont je vous parlais, sur cette photo-là. Le ballon, vous voyez, qui ici est fixé, puisqu'elle est, à mon avis, trop bas. On est encore là. Alors, il est bien parce que c'est très intéressant parce qu'il est sur le côté, mais j'aurais tendance à demander à le fixer un petit peu plus haut et à vraiment bien finir avec sa main droite. Là, on voit qu'elle finit un petit peu sur un tir avec les deux mains. Voilà, c'est pratiquement terminé sur cette partie technique. Que juste là ici, quelques petits points. Certains enfants, d'autres sont plus visuels, d'autres sont plus sonores. Donc ça, c'est tous des médias qu'il faut utiliser là ici, bien évidemment. Michael et Phil, pourquoi j'ai mis ça? Michael et Phil. Quelqu'un peut m'aider? Sur la dimension sonore, est-ce que ça... Quelqu'un peut répondre au point d'interrogation là? C'est un petit quiz, hein, les gars et les filles. Michael et Phil, par rapport à la dimension sonore, sur les entraînements, sur l'apprentissage. C'est Jackson, jeunes gens. C'est Jackson, Michael Jackson par rapport à la musique. Et pourquoi pas utiliser la musique aussi et la notion du rythme pour cet apprentissage du double pas comme le jeu du dribble. Et Jackson toujours par rapport à Phil Jackson parce que c'est quelque chose qu'utilisait beaucoup Phil Jackson au niveau de ses entraînements avec les Bulls, avec Michael Jordan et tout ça. Et il insiste beaucoup sur l'intérêt, sur le parallèle entre le rythme. Alors lui, c'était un grand amateur de rock, mais rock et jazz, mais entre la notion de rythme musical et la notion de rythme du basket là ici. Les 45 degrés, bien évidemment que c'est préférable sur toute cette première phase là ici de travailler sur les push-ups à 45 degrés et d'avoir ce repère là de la planche pour, dans un second temps, quelque chose de très important, aller vers une grosse variabilité. Même si là, la variabilité, elle va être sur des dimensions de distance, sur des dimensions d'objets ici, mais après, on va ouvrir encore davantage. Il nous donne ce repère de 8 sur 10 sur la catégorie U11. Ça me semble intéressant, hein. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi du travail de répétition importante. Et on peut utiliser le Mikan Drill, là, ici, sur tes actions enchaînées, parce que c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de répétitions sur des laps de temps très courts. Et ça, c'est quelque chose à être vigilant. Voilà, et ensuite, on partira davantage, vous voyez, sur du perfectionnement, du double pas avec toutes les variabilités et notamment l'intérêt du travail, là ensuite, du travail du lay-up à partir notamment de la catégorie U11, mais tout ça n'étant qu'un repère. Voilà en ce qui concerne un petit peu le descriptif technique. Est-ce qu'on peut faire une deuxième vague de petites questions avant de conclure sur pédagogie didactique? Est-ce que vous avez quelques questions? Ça commence à être un peu long. Monsieur Claude, salut Benoît. Il y avait une question sur le chat, Pascal, qui est concernant le parcours avant d'arriver sur le tir en course. Est-ce que c'est quelque chose qui participe au développement moteur? Est-ce que tu m'as entendu? Oui, j'ai entendu, mais je comprends pas très bien le sens de la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est la situation de parcours sur le terrain? Oui, je pense que ça doit être ça. Ça veut dire que tous les éléments, est-ce que c'est simplement faire un tir en course sur une échelle, enfin un axe droit vers le panier, ou est-ce qu'avant on ne fait pas vivre des situations un petit peu d'évitement, de cloche-pied, de choses comme ça? Avant, je sais pas. En même temps, oui, bien sûr. En même temps, oui, bien sûr. C'est-à-dire, ben, on le voyait tout à l'heure bien évidemment que, et notamment sur les parcours, lorsqu'on en fait le samedi matin avec les petits là ici, on a sur notre parcours, et vous en trouverez des excellents là-dessus, hein, vous en trouverez des excellents là-dessus. On a différentes lattes, différentes cerceaux, différents plots qui vont amener aussi à cette dynamique droite-gauche, gauche-droite, à cet enchaînement. On a du travail de montée de genoux sur des petits parcours qu'on enchaîne là-dessus. Donc, bien évidemment que tout est utilisé, mais c'est pas consécutif. C'est en même temps, comme dirait un célèbre président. Une deuxième question concernant les U7, U9, où apparemment
et constaté qu'il y a souvent des joueurs qui ont les deux bras écartés quand ils prennent le ballon. Et pour toi, est-ce que c'est une nécessité de leur faire rentrer les coudes pour acquérir la bonne gestuelle? Moi, ça me semble important, oui. Oui, ça me semble important d'avoir cette dimension. Et alors, pour attraper le ballon, hein, c'est sur cette dimension-là ici. Après, je pense que ça va s'acquérir par la répétition, par la répétition des attrapés. Mais ça me semble important de resserrer cette dimension-là des coudes, de ne pas être sans arrêt sur des coudes très écartés. Mais je reviens sur l'importance sur cette catégorie-là des U7, U9, sur le travail des attrapés de balles. Et on voyait tout à l'heure, bon, ces ballons légers Kipsta, ils sont très très intéressants parce que ça nous permet, et là on le faisait avec la petite là sur des situations, d'envoyer des ballons très forts et donc de lui faire travailler ses attrapés de balles à vitesse avec ce type de ballon, dans la mesure où si jamais elle l'attrape dans le nez, ça la fait rigoler plus qu'autre chose. Alors que quand c'est un gros ballon, ça la fait moyennement rigoler et sa mère encore moins, je peux vous le dire. Une autre question qui est concernant la taille de ballon dont tu as déjà parlé, où de U11 au passage du 13, on passe sur grand panier et puis des ballons un peu plus lourds aussi. On passe souvent du taille 5 au taille 6. Voilà. Et comment toi tu appréhendes ça? Alors, tu en as déjà parlé. Je pense que l'idée, c'est de se dire que bon, nous, il y a des règles qui régissent les matchs, mais que par contre, à la fois l'échauffement d'avant-match, à la fois tous nos entraînements, c'est à nous de pouvoir peut-être amener différents matériels pour proposer aussi à chacun ce qui lui convient le mieux dans sa progression. Puis je crois que tu as aussi souvent un repère que tu donnes dans le développement de l'adresse ou sur une catégorie de personnes quand ils utilisent plusieurs ballons, plusieurs tailles. Je crois qu'il y a plus de performance, non? Tu as répondu à la question déjà, et je t'en remercie. C'est-à-dire que la priorité, c'est le développement de l'enfant. La priorité, c'est pas la compétition du samedi. La priorité, c'est que l'enfant soit mis dans les meilleures conditions pour se développer. Et si ça doit passer par jouer ponctuellement avec des balles de tennis, avec des balles de rugby, avec des ballons de volley, avec des ballons en mousse, j'en ai un petit là ici peut-être que je vais vous trouver là, tac, ici, voire même avec des ballons là ici, vous voyez, alors voire même des ballons qui peuvent se tenir là. Pourquoi pas? Bon, ça résout pas le problème toujours, mais enfin, il faut pas hésiter à avoir ce type de matériel-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose sinon dans ta question? Non, mais je pense qu'on peut y aller parce qu'on va approcher très rapidement de la fin, donc il faut qu'on essaie de tenir notre timing. Sur, quelques idées pédagogiques, didactiques, si vous le voulez bien, que je retrouve. Hop, on doit y être ici. Là. Donc, des choses importantes dont on a parlé, qui ne sont pas forcément spécifiques au tir en course, mais qui me semblent importants de nous rappeler ici. Un, c'est l'importance de la répétition pour l'apprentissage, avec des caractères ludiques, et la prohibition des longues files d'attente. Il ne faut pas être plus de 3-4 sur une file d'attente. Là, ici, c'est un maximum. Et plus les enfants vont être en activité, et mieux c'est. On apprend un peu en regardant, mais on apprend surtout en faisant. Donc, vigilance par rapport à ça. Et utilisez aussi dans vos ateliers tout ce qui peut arriver. Deuxième chose importante, c'est la dimension de la variabilité. La variabilité, parce qu'elle va participer à ce que j'avais appris il y a très longtemps dans mes études universitaires, que François m'a rappelé en me faisant coucher à 4 heures du matin pour préparer cette intervention, à savoir la plasticité des programmes moteurs. Pour apprendre à rentrer une balle dans un cercle là ici, on est plus efficace en lançant des balles de différents poids, de 100 grammes, de 200 grammes et de 300 grammes, qu'en lançant des balles uniquement de 200 grammes, 1000 shoots avec une balle de 200 grammes.
même si le test sera fait avec des balles de 200 grammes. Parce que ça participe à cette dimension de plasticité des programmes moteurs et c'est quelque chose sur lequel moi je m'appuie énormément et avec des shoots, du travail de shoot et y compris avec les pros que l'on alterne régulièrement avec ballon lesté, ballon de volleyball, balle de tennis, ballon normal et tout ça en alternance. Donc l'importance de la variabilité. L'importance de l'évolution des situations, là, entre la répétition gestuelle analytique, des situations semi-dirigées, là ici, et là je rends hommage à l'un de mes formateurs et professeurs, M. Jacques Galisson, que j'avais eu en STAPS et au Cercle Colbert de Rennes, et la mise en situation ouverte. Et nous, cette deuxième partie, là ici, des situations semi-dirigées, est souvent trop laissée de côté. On a souvent tendance à mettre un accent fort sur la répétition analytique et à basculer très vite sur des situations ouvertes en gueulant, mais comment ça se fait que ça marche pas? On vient de le voir. Ça marche pas parce que l'écart est trop grand. L'écart est trop grand entre ces deux types de situations et c'est pour ça que ces situations semi-dirigées là ici sont très importantes dans l'apprentissage. J'y reviens pas, mais l'importance de l'adaptation du matériel par rapport au gabarit, hein, à tous les niveaux, les ballons, la taille des paniers, etc. Toutes ces dimensions-là, le nombre de personnes sur le terrain. Et il y a une personne là ici, il y a une personne chez nous qui a été, pardon, l'un des premiers à bien le comprendre. C'est qui? Question avant de partir. Les gens, qui a été le premier à bien comprendre qu'il fallait adapter le matériel aux plus jeunes et qu'il fallait se soucier exactement. Félicitations. Félicitations. Vous avez gagné un abonnement à l'URB ici pour l'an prochain. C'est en effet André Barry qui est le premier là, ici. On peut aussi lui rendre hommage puisqu'on voilà, c'est l'un des grands créateurs au niveau du mini-basket. Pascal, je peux me permettre de... Oui. C'est Thierry Moulac qui a répondu. Ah, salut Thierry, bravo, très bien. Excuse-moi, je t'interromps parce que depuis le début et notamment par rapport au thème, moi j'ai pensé à André Barré avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi. Et puis j'invite tout le monde à consulter son livre parce que mine de rien, il était à la fois sur l'adaptation pédagogique, mais aussi même dans les contenus. Hein, il était avant-gardiste et son livre, pour ceux qui l'ont encore ou qui vont le retrouver, il est intéressant à consulter. Voilà, allez, bonne fin de visio. À plus. Ça y est. Merci beaucoup, on y est pratiquement. Dernier point, valorisation, estime de soi, correction des détails, exigences. Très, très important. Très important. Et ça, c'est quelque chose qui est dont il faut être très vigilant. C'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, j'ai vu Benoît Claude tout à l'heure. T'es là, Benoît, toujours? Où il est parti, Benoît Claude, peut-être. Benoît Claude, je l'ai eu au centre de formation de Chalon-sur-Saône il y a très, très longtemps aussi, il y a presque une trentaine d'années, 25 ans, plus de 25 ans. Je ne sais pas si je suis un bon entraîneur aujourd'hui, mais je sais que je suis un meilleur qu'hier et bien meilleur qu'avant-hier. J'étais un entraîneur excessivement exigeant et très dur et avec une correction permanente des détails. Et ce qui fait que j'étais par contre catastrophique sur cette dimension d'estime de soi là ici. C'est pour ça qu'à l'époque de Benoît, excuse-moi Benoît, de t'avoir fait souffrir tant que ça par rapport à certaines situations. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très très vigilant. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre parfois une telle exigence et de rabaisser tant que ça nos jeunes à vouloir les corriger? Je vous montrerai 2-3 petits exemples juste à la fin de ce slide là ici. Et le dernier point en termes pédagogiques et didactiques, c'est le droit à l'erreur, la tolérance par rapport aux erreurs. Je pense que par rapport à nos jeunes, il faut qu'on soit exigeant sur les moyens, exigeant sur l'application qu'ils doivent mettre en œuvre dans tout ce qu'ils vont faire. Mais par contre, et ça doit nous permettre d'avoir une tolérance de résultats là ici, et ça c'est important, que ce soit sur les situations d'entraînement ou sur les situations de match. Je terminerai par un dernier point, c'est laisser vos joueurs créatifs. Ils vont vous trouver aussi des variantes de double pas, des je te passe dans le dos, des tabules oiseaux, des situations de tous ordres que là.
Et là aussi pour que ça participe à leur formation et pour que eux nous apprennent aussi des choses, parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à les oublier. Voilà, je reviens juste sur deux petites images là ici, avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être pendant qu'on visionne ces images là ici? Oui, Pascal, il y a une question notamment sur la place que tu peux accorder à la règle du pas zéro dans l'apprentissage actuel du tir en course. Alors, le premier constat, c'est que je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, voire plus du tout de ce pas zéro là. On en a beaucoup parlé lorsqu'il a été réapparu. Je trouvais que c'était globalement une bonne chose et on n'en parle plus du tout. Et même, je trouve, j'en parlais avec Jonathan il y a quelques temps, que les arbitres recommencent à le siffler, cet aspect-là. Donc, nous, on avait beaucoup travaillé, pas mal, et au niveau du pôle et au niveau de l'URB. Et je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est une bonne chose, que c'est intéressant. On le retrouve aussi sur les situations courues avec le ballon. Et c'est des situations qu'on peut avoir aussi de manière assez analytique, un petit peu sous forme. C'est pas tout à fait le mic and drill, mais où on se recule un petit peu sur un appui et où on revient là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose, moi, de très intéressant dans l'enchaînement. Ouais. On le retrouve aussi cette dynamique du pas zéro dans ce que faisait Tony Parker avec enchaîné coulé au niveau de son reverse final. Pour revenir à cette voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible parce que vous voyez en termes de là ce qu'elle propose là ici, elle regarde son ballon quand elle dribble, le regard est au sol là, ici elle shoot pas avec la planche et tout, par contre elle a marqué. Ici même chose quand on le voit là ici. Pour revenir à cette dimension exigence, estime de soi, valorisation. Est-ce qu'on va priver un enfant de ça et donc de l'estime de soi qu'elle a actuellement quand elle vient de réussir ce panier-là pour la casser sur mais qu'est-ce que tu fais à dribbler les mains droite côté gauche? Et pourquoi tes bras ils sont en bas et ils sont cassés là comme ça? Posons-nous bien la question, est-ce que ce que je vais lui apporter à ce moment-là, est-ce que ça vaut pas par rapport, est-ce que ça ne contrebalance pas cette attitude-là, et en termes de plaisir, bien évidemment, mais aussi en termes de valorisation. Voilà, j'en ai terminé pour cet exposé-là. Est-ce qu'il y a le temps d'une dernière question ou s'il y en a, François ou... Ouais, je reprends quand même l'écran. S'il y a une dernière question à ce moment-là qui peut se faire peut-être par oral. A priori, non, il est là. pour l'instant, moi j'en ai une dernière, François. Une dernière alors. C'est la dernière de chez les dernières et après, derrière, on clôturera. Par rapport au tir en course, Pascal, est-ce que pour les plus experts ensuite, est-ce que dans l'apprentissage, est-ce que tu apprends les tirs en course sur un pied, un dribble, un appui, justement pour les arrières, pour que ce soit plus facile pour eux, comme le fait par exemple très bien Tony Parker, pour casser le timing des joueurs pour contrer le tir en course? J'apprends tout, donc y compris les tirs sur un pied. Et j'apprends, là après, on est vraiment sur tout l'inventaire, et autant dans cette première phase dont on a parlé d'apprentissage, on était sur l'apprentissage des coordinations justes, notamment des appuis droite-gauche et gauche-droite, mais ça va être justement de bien les maîtriser, les automatiser et non pas les stéréotyper, les automatiser pour pouvoir ensuite avoir cette plasticité, pour pouvoir jongler et jouer avec tous ces aspects-là. C'est-à-dire ce dont tu viens de parler toi, les appuis inversés, le double pas sur un seul appui, le double pas main gauche côté droit à contretemps, les drops, etc. Toutes ces dimensions-là et encore d'autres que les enfants vont nous créer
au fur et à mesure. Donc, bien sûr que je le vois assez rapidement au niveau du perfectionnement. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Hein, merci beaucoup pour votre attention. Merci à François. Non, mais et je le dis sincèrement et à l'ensemble de la Ligue, Michael, Valérie, François et tout ça pour m'avoir sollicité pour cette intervention-là. Et je vous incite dans vos clubs aussi à faire ce type de travail-là parce que moi, j'ai réappris beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en préparant ce travail-là. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, de vos côtés, à vos niveaux, à faire des interventions de ce type-là. Donc, bon week-end à tous